Bonjour et bienvenue dans votre magazine de l'innovation. Le vendredi, vous le savez, est consacré en grande partie à un invité. Alors aujourd'hui, il s'agit d'un passionné de mathématiques et de programmation qui a mis cette passion au service de l'État. Il a aussi été entrepreneur pendant une dizaine d'années. Et il est désormais le grand ordonnateur, on peut dire ça comme ça, des responsables du numérique de l'ensemble des ministères. Alors je lui demanderai où en est la transformation numérique de l'État et nous verrons aussi comment les technologies peuvent jouer un rôle différent et trouver une place différente aussi de l'administration au sein de la société. Ce sera donc la grande interview de Nadi Bouhana, directeur interministériel du numérique, tout à l'heure. Avant, nous allons débriefer de quelques actus phares du secteur avec le fin connaisseur Christophe Aulnet à mes côtés. Alors notamment, on va parler du vote très attendu par les salariés d'Amazon, mais encore aussi de Visa qui acceptera les paiements en crypto-monnaie. Et puis nous ferons un détour par le Luxembourg grâce à mon confrère Charles-Louis Machuron, où les levées de fonds vont bon train depuis le début de l'année. En fin d'émission, on retrouvera évidemment notre rendez-vous dans l'espace qui sera dédié aujourd'hui aux quasars. Ce sont les phares de l'univers. Mais tout de suite, place au débrief. À la une cette semaine de l'actualité, la politique RH d'Amazon qui est sous le feu des critiques depuis plusieurs semaines d'ailleurs. On va aussi parler du premier quartier qui sera entièrement imprimé en 3D et puis ce sera en Californie et aussi de Visa qui accepte les paiements en crypto-monnaie. Alors pour cela, pour commenter ces news et d'autres au Luxembourg, j'ai convié Christophe Aulnet, président de l'entreprise de deep tech d'Athena et senior advisor au sein de Apax Partners qui est un fonds européen de private equity. En visio, connecté depuis le Grand-Duché, nous avons Charles-Louis Machuron, fondateur du média Silicon Luxembourg, qui est spécialisé dans l'actualité des startups au Luxembourg. Bonjour à tous les deux déjà. Bonjour. On va commencer par ce qui est très très chaud en ce moment aux États-Unis. C'est Amazon sous le feu des critiques. Moi, je vois passer sur les médias américains tous les jours des news absolument aberrantes sur la manière dont Amazon se comporterait avec ses salariés dans les entrepôts. Il y a eu l'organisation d'un vote absolument historique pour la création d'un premier syndicat Amazon dans un entrepôt américain. Alors pourquoi ça attire autant l'attention ? Ça attire l'attention parce que Amazon est un géant qui a énormément profité de la pandémie. Aujourd'hui, Amazon est devenu le 3e employeur privé à peu près au monde, 1,3 million environ d'employés. Ses revenus ont cru de 38% au cours de l'année dernière. Jeff Bezos, son fondateur, est l'homme le plus riche du monde. Pour faire ce succès d'Amazon, eh bien, l'essentiel des employés sont ce qu'on appellerait en France des employés de première ligne ou de seconde ligne, pour reprendre notre terminologie. Amazon il n'y a pas de syndicat Amazon aux États-Unis. Ils ont près de 800 ou 900 000 personnes aux États-Unis, 800 entrepôts, des entreprises énormes. Il n'y a pas de syndicat. Les mauvaises langues disent qu'Amazon a toujours tout fait pour les empêcher. Et là, il y a une tentative de syndicalisation dans un entrepôt en Alabama, dans le sud américain, un entrepôt de 6 000 personnes. En plus, c'est un État conservateur. Enfin, ça semble assez étonnant que ça se passe là-bas aujourd'hui. Oui, alors la raison aussi pour laquelle, donc, en dehors du succès d'Amazon, de ce contexte, il y a aussi un contexte où les politiques s'en mêlent. Les démocrates, Bernie Sanders est venu les soutenir. Il faut comprendre que 85% de ces employés sont afro-américains et le mouvement Black Lives Matter est venu aussi en soutien. Donc tout ça constitue un contexte assez tendu, mais je veux dire, il faut faire attention parce qu'on le regarde avec notre prisme et nos traditions françaises, mais c'est quand même très différent aux États-Unis. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'il ne s'agit pas de conditions salariales. Amazon est plutôt un très bon employeur. À l'échelle américaine, aux États-Unis, il n'y a pas de salaire minimum. Le salaire minimum en Alabama, c'est 7,50 $ de l'heure. Eux, leur salaire minimum, c'est 15 $. Donc ça veut dire qu'ils sont plutôt bons employeurs. Et l'autre élément fondamental qu'on oublie, c'est l'assurance santé. Aux États-Unis, il n'y a pas de sécu. Ouais. Si vous n'avez pas couvert par votre employeur, vous n'avez pas de sécurité sociale. Et là,
Amazon offre une très bonne couverture santé. Donc là, le débat s'est porté sur ce qu'on pourrait appeler les conditions de travail, c'est-à-dire beaucoup plus les pauses, les horaires, le rythme de travail. Oui, visiblement, il y a des cadences de dingue avec des employés qui sont obligés de faire pipi dans des bouteilles. Enfin, il y a des histoires incroyables. Ça, ça peut être la légende. Voilà, je ne sais pas quelle est la part de fake news, comme toujours, des deux côtés. Mais ce qui est certain, c'est que voilà, on adore détester Amazon, mais on adore aussi commander ses produits. Donc, on a une certaine schizophrénie, parce que si on veut, on est content d'Amazon Prime, livraison le lendemain, voire avec Whole Foods aux États-Unis, livraison en quelques heures, tout ça ne se fait pas sans une organisation extrêmement disciplinée. Et c'est sûr que voilà, l'irruption d'un syndicat et d'un partenaire pour commencer à discuter des conditions, des horaires, eh bien, pourrait créer un frein à l'efficacité d'Amazon aux États-Unis. Oui, parce que ça pourrait se répandre, en fait. On pourrait trouver de nouveaux syndicats aux États-Unis. Et puis, peut-être que ces débats qui arrivent sur la place publique sur les conditions de travail pourraient même toucher l'Europe. En fait, en Europe, il y a des syndicats chez Amazon, parce que c'est la loi en France. Et en France... Mais on a déjà entendu des histoires sur les cadences et les conditions de travail. Oui, mais il y a des syndicats en France, il y a des syndicats en Allemagne. En plus, je pense qu'en Allemagne, ils s'inscrivent dans la tradition de cogestion avec les syndicats. Donc, certainement, ce dialogue existe. Il existe en Italie. Aux États-Unis, le contexte est différent. On le regarde, comme je le disais. C'est vrai qu'ici, les débats portent plus peut-être sur la concurrence d'Amazon avec les petits commerces que sur les conditions de travail. Disons qu'il y a l'aspect de régulation de régulation du géant. Mais aux États-Unis, les observateurs disent que le vote ne sera probablement pas favorable à un syndicat, mais que ce qui sera observé, c'est la marge d'écart. Et plus elle se réduit, plus ça encouragera dans les autres 800 entrepôts à essayer aussi de créer ce syndicat. Et ça arrive dans un contexte, effectivement, où il n'y a plus de classe moyenne aux États-Unis et où les classes populaires cherchent des représentants sous diverses formes. Et ça peut être, aujourd'hui ça n'a pas été le cas, mais ça peut être les syndicats. Alors, on va passer au Luxembourg avec Charles-Louis Machuron. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé. Et quand vous m'avez contacté, vous m'avez dit que les levées de fonds allaient bon train là-bas. On en est à combien aujourd'hui ? Eh bien, là, on vient de franchir les 30 millions d'euros levés par les startups luxembourgeoises sur le premier trimestre donc de l'année 2021. C'est presque autant que sur toute l'année 2020 confondue déjà. On a 2 levées de fonds dont on ne connaît pas les montants, donc on peut estimer que c'est quand même... on est peut-être plus proche des 35 millions. Donc en ce moment, il y a une vraie croissance des fonds levés et des entreprises vraiment qui grandissent au Luxembourg. Il y a un secteur en particulier par les business angels que... Il y a un secteur en particulier qui en profite ? C'est assez varié. Très honnêtement, on a aussi bien une start-up dans le domaine des technologies spatiales, une start-up dans le domaine de la fidélisation marketing, dans le domaine aussi industriel. On en a, là pour le coup, on en a 2. Le recrutement aussi de profils tech, qui se développent aussi bien. Donc, c'est des profils assez variés. Il n'y a pas une... bien sûr, on a les fintech également, mais pas une industrie en particulier qui a plus levé qu'une autre pour le moment. Et comment vous expliquez alors cette activité effrénée là en début d'année ? En fait, c'est une activité qu'on a remarqué un petit peu, surtout depuis la rentrée de septembre dernier, où il y a eu vraiment une bonne reprise dans l'écosystème startup luxembourgeois, notamment des fintech qui étaient beaucoup plus matures, qui ont bien grandi. Il faut être très clair, c'est que l'écosystème startup luxembourgeois est assez jeune et surtout sur les 5 dernières années, il y a énormément de sociétés qui se sont créées et l'écosystème s'est aussi créé vraiment ces 5 dernières années. Donc là, on arrive à un cap où les sociétés qui ont bien développé leurs produits, leurs services sur ces dernières années commencent à être aussi plus matures, attirent plus d'investisseurs particuliers, VC, également des fonds publics aussi disponibles au Luxembourg. Donc on est dans une phase de maturité des startups qui est aussi plus intéressante qu'il y a 2-3 ans. Et c'est aussi l'écosystème est aussi mieux organisé autour de ça. Donc, il y en a certaines ceci explique que cela.
Il y en a certaines qu'on va voir arriver sur le marché français, vous pensez? Peut-être vous avez des noms de quelques-unes qui peuvent demain nous dire, tiens, on en avait entendu parler dans Smartech. Je pense, oui, je pense à une notamment qui s'appelle Nexten, qui est une plateforme de recrutement de profils tech, donc qui met en relation les entreprises qui cherchent des développeurs avec des profils tech que eux qualifient. Donc eux, effectivement, ils ciblent le marché français. Pour les autres, pas de cible du marché français en particulier. Le Luxembourg reste de toute façon un écosystème où les startups grandissent au niveau international. Donc ensuite, elles choisissent les pays Benelux ou germanophones ou francophones depuis le Luxembourg. Donc voilà, chacune, je pense, a ses plans de développement. Bon. Mais pas forcément de cible France en particulier. Non, mais je ne parlais pas de la France, hein, c'est certaines peut-être dont on entendra parler, parce qu'elles ont plus de succès que d'autres. Christophe, 30 millions de fonds levés depuis janvier 2021, ça vous évoque quoi? Je pense qu'à l'échelle du Luxembourg, visiblement, ça montre qu'il y a une vraie dynamique, mais on l'observe partout, cette dynamique, avec beaucoup d'argent disponible sur le marché, à la fois en venture capital, en private equity. Et bon, la révolution numérique qui s'est accélérée crée aussi beaucoup d'opportunités. On aurait pu penser effectivement au Luxembourg fintech, mais là, oui. Monsieur nous rappelle qu'effectivement, le Luxembourg est aussi un pays où lorsqu'on crée une start-up, il faut penser tout de suite international, par la nature du marché local, un peu comme d'ailleurs en Hollande ou en Belgique. Et ça, c'est quelque chose qui est important pour le succès futur, c'est tout de suite voir international. Et c'est ça qui est sans doute très intéressant dans ces startups. Alors, on va enchaîner avec Visa, qui, pour l'instant, ne voit pas international d'ailleurs, qui va accepter les paiements en crypto-monnaie, mais ça reste sur le marché américain? Oui, alors, c'est une première étape dans le processus d'honorabilisation des crypto-monnaies. On l'avait eu avec Elon Musk qui a annoncé qu'on pourrait acheter une Tesla avec des bitcoins. Ouais. Voilà, bon, on est dans ce processus-là et là c'est intéressant parce que Visa apporte son nom à une crypto-monnaie. Mais attention, cette crypto-monnaie c'est l'USD Coin. Donc et l'USD Coin, si vous en achetez, vous l'achetez $1 l'USD Coin, et dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans, ça vaudra $1, puisqu'elle est garantie par... Ce qu'on appelle un stable coin. C'est une stable coin, absolument. Donc monnaie stable. Donc ce qui est intéressant, c'est que ça vous permet d'avoir le frisson d'avoir un wallet avec des cryptos sans le risque. D'accord. C'est pour ça que Visa, il va sans prendre trop de risques alors finalement. Oui, mais bon, au-delà de cette plaisanterie, ce qui est intéressant, c'est que précédemment, il y avait finalement le monde de la finance traditionnelle, celui dans lequel on évolue, et puis le monde des cryptos. Et c'était une grande étanchéité entre les deux. Ouais. Et là, ce que fait Visa, c'est un pont entre les deux, notamment grâce à ce stablecoin, puisque finalement, il est garanti et c'est sécurisé. Et autrefois, on pouvait transférer. Il y avait des ponts, mais ils étaient très coûteux. Il fallait passer par des exchanges. Il y avait des frais. Et là, par contre, ils vont pouvoir intégrer cette monnaie comme une monnaie complémentaire à Visa dans son rôle de réseau des réseaux. Et pour eux, c'est une façon de se préparer aussi aux futures monnaies numériques. Et pour cela, ils s'appuient sur l'infrastructure blockchain pour ce qui est de la gestion des transactions de l'USD Coin. Pour eux, c'est une préparation. Pour les banques, ça change quelque chose? Pour les banques, ce n'est pas une très bonne nouvelle. Puisque ce monde des cryptos leur échappe un petit peu, et que là, typiquement, les transactions pourraient se faire sans passer par les systèmes de compensation interbancaire tels que SWIFT ou autres, qui prennent un petit pourcentage sur chaque transaction, et les banques également. Et dans ce contexte de taux d'intérêt extrêmement faible, les marges se réduisent, et tout le monde cherche à grappiller quelques pourcentages. Et là, ça pourrait être pour Visa une façon de s'affranchir un peu plus des banques. Intéressant. Alors, aujourd'hui, c'est aussi la journée mondiale de sensibilisation à l'autisme. Et j'en profite d'avoir Charles-Louis en direct du Grand-Duché. Vous avez une super start-up qui travaille sur ce sujet. Effectivement, on a une start-up qui s'appelle Qt Robot, qui s'appelle Luxai et qui développe un robot qui s'appelle Qt Robot et qui est une start-up vraiment spécialisée dans l'autisme pour le coup et qui lance aujourd'hui son robot pour les parents. Jusqu'à présent, depuis 2016, la start-up avait développé ce robot tout mignon pour les enfants atteints d'autisme. C'était une manière justement pour ces enfants de pouvoir apprendre
tout en s'amusant grâce à un robot, donc avec un programme didactique et pédagogique. Donc c'est une start-up qui a été montée par des chercheurs à Luxembourg et qui rencontre un franc succès. Ils ont reçu plusieurs prix internationaux justement pour ce robot dans le domaine de la santé et de l'éducation. Et aujourd'hui, voilà, ils lancent ce robot pour les grands et pour les familles, justement, pour qu'ils puissent aussi avoir ce robot à la maison et pouvoir s'occuper de l'éducation de leurs enfants. Donc l'annonce est toute fraîche, elle date de ce matin, voilà, en cette journée de sensibilisation à l'autisme. Merci beaucoup pour ce clin d'œil. On va en faire un autre très rapidement sur le premier quartier qui va être imprimé en 3D. Ce sera en Californie. C'est un quartier résidentiel. Et quand je dis imprimé en 3D, c'est entièrement imprimé en 3D. C'est impressionnant, ça. Oui, absolument. Et ça s'inscrit en fait dans ce qu'on appelle BIM, le Building Information Modeling, donc toute cette numérisation de la conception et de la fabrication. On a chez Apax une société dans notre portefeuille qui s'appelle Gretec, une société française, propose un panel de logiciels, finalement depuis l'idée en amont jusqu'à la simulation sur l'orientation du bâtiment pour les aspects énergétiques, par exemple, et puis jusqu'à pouvoir envoyer les données aux usines qui vont fabriquer. Là, on va un cran plus loin, c'est que la fabrication, elle se fait en 3D, et comme des Legos, on ne va plus construire sur place, c'est fini les chantiers avec la grue, etc. On va juste assembler des Legos, les uns par-dessus les autres, pour construire la maison. Donc mais je pense que c'est assez précurseur d'une vraie révolution de tout le marché, du BTP. Et du logement, puisque ça va permettre aussi de construire plus vite et moins cher. Alors, dans ce cas-là, oui, plus vite, de façon plus durable, puisqu'on consomme 99% de déchets en moins, des maisons autarciques en énergie, donc ça c'est très important. Alors, là, la seule chose, c'est que les maisons qui sont construites, elles valent entre 600 000 et $1 million. Ouais. Donc ce qu'il faut maintenant, je pense, c'est voir comment on peut industrialiser un peu plus la chose pour faire typiquement des maisons à 100 000 € de Bitcoin, et que vous pourrez, et ça peut être une façon de résoudre cette problématique du logement. En Californie, il manque 2 ou 3 millions de logements. Bon, c'est pas avec des maisons à $1 million. Je crois que c'est une quinzaine de maisons. Voilà, une quinzaine de maisons dans un quartier assez huppé, près de Palm Spring. Et donc, oui, donc on est quand même, on est quand même dans ce qui est encore du haut de gamme. Quoi. Mais je crois que c'est quand même un plein d'espoir pour pouvoir fabriquer des maisons à coût réduit, de façon durable. Et dans un contexte où le logement est une problématique largement partagée. Bon, c'est vrai que jusqu'ici on avait vu plutôt des préfabriqués. Là, on nous dit ça. Bon, on a vu des images. C'est pas très coquet, mais enfin ça passe. Il y aura peut-être même des piscines, des jacuzzis dans ce projet assez étonnant. À suivre. À suivre. Merci beaucoup. Merci à Charles-Louis Machuron d'avoir été en direct du Luxembourg, fondateur du média Silicon Luxembourg, et à Christophe Honnête, président de Datena Senior Advisor chez Apax Partners. Juste après la pause, on se retrouve pour la grande interview. C'est l'heure de la grande interview de Nadi Bouhana, directeur interministériel du numérique. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Alors, je disais que vous étiez le directeur du numérique. Je vais être un petit peu plus précise. Vous pilotez, vous coordonnez la transformation numérique des services de l'État. Mais peut-être on va revenir sur votre profil. C'est un double profil, à la fois de haut fonctionnaire et d'entrepreneur. Vous avez une dizaine d'années d'expérience dans la création d'entreprises. Ce qui vous fait un point commun d'ailleurs avec Mounir Majoubi, qui vous a nommé à ce poste lorsqu'il était secrétaire d'État au numérique. Alors, avant d'aborder ces sujets que porte la direction du numérique de l'État, moi je voulais savoir, ces 10 ans d'expérience dans l'entrepreneuriat, quels souvenirs en gardez-vous et est-ce qu'aujourd'hui ça vous porte dans votre stratégie ? Bonjour Delphine Sabatier. Effectivement, j'ai un parcours mixte avec une dizaine d'années au sein de l'État, puis une dizaine d'années en tant qu'entrepreneur. Le fait d'avoir les deux regards... Et un retour. Donc, voilà, au sein de l'État. Le fait d'avoir les deux regards permet de relativiser un certain nombre de choses, effectivement. Et je pense que c'est un atout pour s'assurer que l'action du numérique est bien au service des citoyens et des entreprises françaises. Relativiser, c'est-à-dire ?
Relativiser, c'est-à-dire que ça permet d'avoir un pied dans l'économie réelle et un pied dans les politiques publiques. Et le fait d'avoir ces deux regards est très complémentaire. Alors, donc vous arrivez à la direction interministérielle du numérique en 2018, 2017, 2018. Et puis, il y a ce grand projet donc, qui attend qu'on lui donne son coup d'envoi, c'est tech.gouv. L'objectif, c'est accélérer la transformation numérique du service public. La première question que j'ai envie de vous poser, c'est pourquoi? Quelle est la finalité? On ne numérise pas juste pour le plaisir de numériser. Oui, tout à fait. Peut-être avant d'aborder tech.gouv, un mot sur les priorités gouvernementales, puisque l'action du numérique de l'État s'inscrit nécessairement dans ses priorités politiques. Donc la simplification pour tous les Français, mais également l'inclusion, être capable réellement d'accompagner les plus éloignés du numérique pour accéder plus facilement aux services publics, et également les personnes en situation de handicap, par exemple. Alors ça, on va l'aborder sur le rôle de l'État numérique. Ça, j'ai prévu des questions là-dessus. Ne vous inquiétez pas, on va en parler. Et donc, c'est vraiment ce cadre qui fixe l'action du numérique public. La direction interministérielle du numérique, la DINUM, c'est le capitaine d'équipe d'une certaine manière. Donc, on joue ce rôle d'animateur d'ensemble. On joue un rôle de cabinet de conseil interne également. Et puis, on est réalisateur, on conçoit, on opère des services. Et puis, on finance également des services numériques produits par l'État. Et donc le programme tech.gouv, c'est un programme à la fois de rattrapage et d'accélération. Rattrapage parce qu'il y a 2-3 ans de cela, nous étions grosso modo 16e nation européenne dans le domaine du numérique, donc assez loin de notre rang économique. Et donc on avait vraiment besoin de lancer un programme de rattrapage, donc de remise à niveau, et puis d'accélération, parce que sur tout un tas de sujets, l'identité numérique, la politique de la donnée, les infrastructures, nous avons la capacité de prendre un temps d'avance. Et ce programme tech.gouv, c'est 35 projets en 3 ans qui doivent produire des services très concrets et accessibles à tous les Français et aux agents publics. Le coup d'envoi, lui, a été donné récemment ? Mi-2019. D'accord. Et donc on a 3 ans jusqu'à mi-2022 pour produire ces différents résultats. Est-ce qu'on peut présenter, je sais pas, 2-3 grandes actions ? Oui, bien sûr. Un exemple, c'est France Connect. France Connect, c'est la capacité pour tous les Français de s'authentifier avec un compte unique sur l'ensemble des démarches administratives. Et puis de plus en plus également dans des démarches de tous les jours, dans la sphère privée. En 3 ans, nous avons atteint 22 millions de Français qui accèdent à leur service public grâce à France Connect. C'est également des démarches qui sont mises en qualité. Le point commun entre la prestation d'accueil des jeunes enfants, entre les déclarations de ruches, entre les demandes de bourse au collège, c'est une notation qui est donnée par les citoyens de plus de 9 sur 10. Et donc on s'est mis, un peu comme dans l'e-commerce, on s'est mis dans un dispositif... On peut mettre des étoiles ? Où on peut mettre des étoiles à la fin de son expérience numérique. Et ça permet d'orienter les priorités et les travaux des équipes informatiques de l'État. Est-ce qu'il y a des enjeux qui sont plus difficiles que d'autres à relever ? Cette question de la qualité n'est pas simple, puisque la complexité du monde administratif et surtout l'étendue des services publics nécessite de traiter toutes les démarches les unes après les autres dans la sphère sociale, dans la sphère fiscale, dans la sphère culturelle, etc. Et donc c'est vraiment l'étendue de ce patrimoine finalement qui est l'enjeu le plus compliqué. Et puis nous avons également des enjeux de gouvernance avec un très grand nombre d'acteurs à mobiliser. Mais c'est un peu la même chose dans les grands groupes privés également. Oui. Alors, ce qu'il y a, c'est que dans les grands groupes privés, le recrutement se fait de manière classique. On va chercher des talents, exactement la personne qu'on veut, au moment dont on en a besoin, a priori. Donc, cette transformation de l'État, elle va aussi passer par une stratégie RH, j'imagine. Oui, tout à fait. Effectivement, on ne peut pas réussir un aussi grand nombre de chantiers sans investir dans les talents et dans les expertises. D'ailleurs, c'est toute la question entre l'externalisation et l'internalisation qui a été traitée ces dernières années. On ne peut réussir l'externalisation que si on maîtrise, on comprend les concepts qui sont manipulés et qui ensuite donnent lieu à des partenariats avec les tiers. Et donc, depuis quelques années, nous investissons dans le développement de la marque employeur, nous investissons également dans vraiment le parcours des recrues pour donner envie aux experts finalement qui sont aujourd'hui en particulier dans les écoles ou qui sont employés dans les groupes privés, de leur donner envie de rejoindre les rangs de l'État. Donc d'internaliser des talents ?
tech. Internaliser des talents tech, effectivement, et nous avons quelques arguments à faire valoir. Et en allez-y. particulier, le sens des missions et le sens des projets qui sont proposés. Nous savons également aujourd'hui nous aligner sur les rémunérations qui sont proposées dans le privé. Nous sommes capables de donner des responsabilités beaucoup plus importantes, notamment à des jeunes diplômés, que ce qu'ils peuvent avoir dans le privé. Et puis, enfin, c'est quand même, je pense, c'est un très bel atout dans un CV d'avoir un passage au sein de l'État, même si on ne cherche pas à y faire toute sa carrière. Et donc, vous lancez régulièrement des appels à candidature. Moi, j'ai vu notamment une opération Commando UX. Tout à fait. On essaye de scénariser les recrutements, pas simplement de nous contenter de publier des fiches de poste et de les mettre à disposition. On scénarise ces recrutements et nous avons mis en place des dispositifs assez originaux de recrutement. Par exemple, effectivement, les commandos UX. Nous faisons appel à ce que l'on appelle des UX designers, donc des experts du parcours client et du parcours utilisateur. Nous leur proposons des défis et ils viennent nous rejoindre pour quelques mois et ils vont aller Donc c'est un petit cachet, c'est une mission. C'est une mission plutôt courte, effectivement, de 4 à 6 mois. Et ces personnes vont ensuite aller aider les administrations qui ont du mal justement à produire un service facilement accessible par l'ensemble des citoyens. Nous avons fait la même chose avec les entrepreneurs d'intérêt général. Là aussi, nous publions des défis. En ce moment, nous avons un appel à défis qui est lancé, qui s'achèvera dans quelques jours. Donc nous publions des défis. Nous faisons appel à notamment des data scientists du privé pour venir relever ces défis. Et dans quelques mois, nous espérons avoir des résultats très concrets. Je vous donne peut-être quelques exemples de défis qui ont été lancés par le passé. La résorption des bidonvilles, l'ouverture des données pour l'ensemble des flux financiers des Jeux Olympiques de 2024, le traitement des conflits d'intérêts dans le domaine médical, ou encore ce que l'on appelle monitor fish. Donc ça, c'est le contrôle des activités de pêche. Voilà, donc c'est quelques exemples très concrets où on a besoin d'expertise externe pour nous aider à réussir ces projets. Tous les fans de programmation nous écoutent et peut-être postuleront, seront candidats à votre commando UX et autres. Il y a des brigades d'intervention numérique aussi. Tout à fait. Un exemple sur les brigades d'intervention numérique. Le président de la République a annoncé que les étudiants pourraient bénéficier d'un soutien psychologique après quelques événements dramatiques qui ont eu lieu ces dernières semaines. 3 semaines après, cette brigade d'intervention numérique qui a été constituée dans ma direction a mis à disposition ce que l'on appelle le chèque psy étudiant, donc la possibilité pour des étudiants d'accéder à des psychologues avec 3 visites qui sont prises en charge intégralement et sans reste à charge pour ces étudiants. Donc brigade, ça veut dire que c'est des interventions sur des urgences en fait. Sur des urgences, c'est des équipes développer que l'on des services très parachute d'une rapidement. certaine manière, effectivement, sur des projets sur lesquels les résultats doivent être atteints très rapidement. Bon, alors vous êtes sur Bismart, donc une chaîne où l'économie compte. Est-ce qu'un État numérique, c'est un État plus économe ? Alors, la dimension économique est fondamentale dans ce que l'on fait. Le numérique permet effectivement de produire des gains, de productivité. Et c'est vraiment un des enjeux que l'on essaye de relever. Mais ce n'est pas le seul, évidemment, puisque à côté des gains de productivité, on a vraiment le sujet de l'amélioration de la qualité du service public qui guide les hommes et les femmes de l'État. Et c'est vraiment ce compromis à trouver en permanence entre un service de meilleure qualité et un service qui coûte moins cher qui est au cœur des stratégies numériques de l'État. Bon, jeu d'équilibriste. Le numérique aussi, vous l'avez dit d'ailleurs ce mot de gouvernance, mais ça modifie justement une gouvernance au sein d'une organisation quand on intègre des technologies qui modifient le quotidien des utilisateurs, mais aussi de ceux qui les produisent. Qu'est-ce que ça change au sein de l'État en termes de gouvernance ? Je vois deux impacts majeurs en matière de gouvernance. Il y a le sujet de la gouvernance interne. Effectivement, il y a une vingtaine d'années, l'informatique, c'était plutôt des sujets de soute, des sujets très, très opérationnels et très loin des sphères de décision. Aujourd'hui, ce n'est plus du tout le cas. Les ministres, l'état-major de l'État se saisit de ces possibilités numériques pour changer la manière de produire du service public. Et ça nécessite effectivement en permanence d'agglomérer des expertises qui regroupent les métiers, qui regroupent les questions de relations aux citoyens, les expertises techniques. Et donc, ça étend considérablement le réseau d'intervenants.
Et un des enjeux majeurs de ma direction et un de mes travaux au quotidien, c'est justement d'essayer de jouer ce rôle d'assemblier des expertises. Mais c'est pas plus horizontal, on arrive à quelque chose de plus horizontal. Parce que vous disiez que vous promettiez plus de responsabilité aussi oui. aux jeunes talents tech. C'est à la fois plus horizontal parce qu'on a besoin de mobiliser beaucoup plus de monde, mais on est obligé de trouver des îlots de liberté, des îlots d'autonomie, parce que sinon, en fait, ça ne fonctionne pas. On rentre dans une organisation très pyramidale, et là, vous ne produisez plus les services dans les bons calendriers attendus. Mais un autre enjeu de la gouvernance, ce n'est pas uniquement l'enjeu interne au sein de l'État, c'est aussi toute la relation avec la société civile. Et par exemple, ce que l'on fait avec l'ouverture de la donnée, donc la transparence de l'action publique, la transparence sur les données, c'est en fait une réelle lutte contre la désinformation, c'est une lutte contre le complotisme. C'est aussi une mise à disposition des données pour que des tiers s'en saisissent et produisent des services à valeur ajoutée. Un service comme Covid Tracker, par exemple, qui a été produit par un jeune développeur sorti d'école, Guillaume Rosier, il est possible uniquement parce que l'État met à disposition des données et les met à disposition très largement pour que d'autres s'en saisissent. Donc là, vous abordez la question effectivement du nouveau rôle et de la place de l'administration au sein de la société. Tout à fait. On ne peut pas faire abstraction de cela. En fait, l'État ne fonctionne pas en vase clos. On a vraiment besoin en permanence d'avoir ces échanges avec la société et avec la société civile, les entreprises, les associations, les personnes, pour inventer des nouveaux services. Et puis, comme je le disais tout à l'heure, bien tenir compte de leur perception de ce que l'on fait. Ce que l'on appellerait un retour client dans une entreprise, c'est vraiment fondamental désormais d'écouter la manière dont nous sommes perçus, ce que l'on produit pour l'améliorer au quotidien. Et il y a la question aussi de l'inclusion, puisque l'État doit s'adresser à tous, et le numérique pose régulièrement cette question de comment faire pour qu'il soit véritablement inclusif. Oui, c'est un réel enjeu. Il y a une formule pour cela que l'on essaye de suivre, c'est du numérique pour tout et pour tous. C'est-à-dire que on l'a vu. Il y a des populations qui ont du mal à utiliser les services publics quand ils passent en 100% numérique. Tout à fait. C'est pour ça qu'il ne faut pas passer en 100% numérique. Et ça, c'est un enjeu fondamental. Il faut rendre possible l'accès aux services publics par le numérique, mais il ne faut pas que ça devienne une obligation. Et c'est les stratégies omnicanales, donc la possibilité de mettre à disposition de l'accueil téléphonique, de mettre en place des points de présence physique. C'est ce qu'a fait le gouvernement avec les espaces France Service, par exemple, qui permettent de mettre à disposition tous les citoyens dans les territoires des points de présence physiques. Alors avec le Covid, c'est toujours compliqué d'assurer cette relation, mais c'est vraiment un enjeu majeur. Vous n'avez pas, pour une raison X ou Y, envie ou la possibilité de faire vos démarches en ligne, vous devez avoir la possibilité de le faire autrement. Et c'est vraiment cet équilibre qui est important. Ça, c'est quelque chose qui va perdurer, qui reste dans votre feuille de route. Alors, on arrive déjà pratiquement à la fin de notre rendez-vous, mais je voulais quand même vous poser la question de la souveraineté numérique qui est au cœur de toutes les discussions dans Smart Tech, je crois. Déjà, quelle est votre définition de la souveraineté numérique ? La souveraineté numérique, pour moi, ce n'est pas un sujet de nationalité et ce n'est même pas un sujet d'alignement des priorités ou des intérêts. Je pense que pour l'État, c'est le fait de pouvoir choisir ses dépendances. Donc c'est de savoir et de choisir avec qui on travaille et d'en changer. Et c'est vraiment cette question de la réversibilité. Est-ce que l'État ouvre son carnet de commandes suffisamment, à votre sens, à la French Tech, aux startups françaises ? Comme vous disiez en introduction, la question des PME françaises et européennes m'est particulièrement chère pour avoir fait ce parcours. Je peux vous dire qu'effectivement, nous travaillons en étroite liaison avec les éditeurs logiciels, avec les opérateurs français et européens. Et d'ailleurs, durant toute la crise sanitaire, les services numériques qui ont été lancés ont quasiment tous été lancés en partenariat avec des PME. Donc vraiment des acteurs de niche, très pointus sur leur domaine, qui sont capables d'apporter une réelle valeur ajoutée à l'État. Une place pour l'open source aussi ? L'open source est évidemment un enjeu fondamental. Alors, ce n'est pas un objectif en soi, l'open source. C'est un moyen pour atteindre les sujets d'autonomisation ou de souveraineté numérique. Et donc c'est vraiment un bon équilibre à trouver entre l'ouverture du logiciel, mais aussi de l'appui sur des industriels français et européens qui partagent les mêmes valeurs que nous et surtout qui, à l'heure du cloud, c'est un enjeu majeur, qui donnent accès aux données et qui ne les verrouillent pas. Et c'est vraiment ça que l'on essaye de regarder. Alors, on arrive à ce moment du grand entretien où je vais vous poser des questions très rapides. C'est l'interview express dans Smart Tech. Vous répondez aussi vite que possible, exactement comme la longueur de ma question. Vos rêves ?
Immédiatement, reprendre le volleyball, le ski et un restaurant entre amis. Ah, je partage. Vos peurs? Je pense que le lien social s'est délité et s'est considérablement dégradé depuis le début de la crise sanitaire. Ma peur, c'est que ce soit irréversible ou qu'on mette des années à retrouver un mode de vie convivial. Est-ce que vous avez une idée fixe? Une idée fixe, oui. J'irais laisser un monde meilleur à mes enfants. Le futur, vous l'imaginez comment, justement? Moi, je suis un grand fan des frères Wachowski et donc du film Matrix. C'est un futur possible. Je pense qu'il faut qu'on fasse en sorte qu'il n'arrive pas. Prochaine révolution dans le service public, ce sera? Je pense que c'est plus large que le service public. Pour moi, la prochaine révolution, c'est la fin du salariat. Et donc, c'est les nouvelles méthodes, les nouvelles modes d'organisation des entreprises et peut-être du service public. Merci beaucoup, Nadi Bouana, directeur interministériel du numérique, d'avoir accepté de vous prêter au jeu de la grande interview et de son finish express. Je sais que vous ne pouvez pas rester avec nous, mais j'espère que vous regarderez quand même la séquence depuis chez vous. À suivre, c'est notre rendez-vous dans l'espace. Bonjour Cécilia, on part à la découverte aujourd'hui d'un objet céleste aussi impressionnant que mystérieux. Oui, l'objet le plus impressionnant dans le ciel, c'est le quasar. Les quasars, ce sont les objets les plus brillants dans l'espace, dans l'univers. Et se plonger dans leur histoire, c'est finalement se plonger dans l'histoire de l'univers. Vous allez voir que dans ce récit, la question de la naissance d'une galaxie, et de la nôtre évidemment, est assez primordiale parce que on les décrit quasiment toujours comme étant les noyaux actifs d'une galaxie, donc au cœur de celle-ci. Et vous allez voir dans ce récit que c'est pas toujours si évident. Et qu'est-ce qu'un quasar? Vous Oui, prononcez on dit quasar, oui, exactement. précisément. Qu'est-ce que c'est? Alors, c'est un trou noir supermassif. En fait, on en a déjà parlé sur ce plateau. Alors, un trou noir, c'est une région dans l'espace, c'est vrai, où la matière est si concentrée que même la lumière ne peut s'en échapper. Alors, vous allez me dire, c'est bizarre. Vous Pourquoi venez de c'est un dire que objet c'était très lumineux. plus lumineux? Je m'explique. Il y a deux types de trous noirs. Les trous noirs éteints, comme celui qu'on a vu au début de l'image, et les trous noirs qui deviennent actifs une fois qu'ils attrapent de la matière autour d'eux. Au cœur de la Voie lactée, par exemple, c'est un trou noir éteint. Eh bien, ces trous noirs encore en activité sont entourés de lumière. On le voit sur les images. Hein, et ils doivent cette lumière à la matière qui tourne et qui tombe au fond du trou. Et plus le trou noir est puissant, plus il y a de matière qui va être ingurgité, si j'ose dire, par cet objet, et plus il va être lumineux. C'est pas qu'il émet de la lumière, c'est que ce qui se passe, le phénomène qui se passe autour de lui, émet de la lumière. C'est la force de friction qui est engendrée par le frottement du gaz, des particules de la matière, qui va créer d'énormes chaleurs et donc de la lumière. Le plus lumineux d'entre eux, de ces trous noirs supermassifs, eh bien, c'est le quasar qu'on va retrouver. Certains sont des milliers de fois plus lumineux que notre propre galaxie, la Voie lactée. Alors, pour ceux déjà observés, ils ont entre 1 et 13 milliards d'années-lumière. C'est énorme. C'est ce qui fait aussi que c'est assez épatant. On les voit à l'œil nu, dans le ciel. Et si on les voit à l'œil nu dans le ciel, c'est parce qu'ils sont assez lumineux pour, à 13 milliards d'années-lumière de nous éclairer. Alors, ces quasars, on appelle ça quasar. Pourquoi? Parce que c'est la contraction de quasi-stellar en anglais, donc quasi-stellaire, mais on a gardé la façon dans l'usage de le prononcer à l'anglaise. D'accord. Alors, on a vu des images, j'imagine que vous en avez préparé d'autres. Ouais. Vous allez pouvoir nous les décrire? Oui. Alors, en fait, ce que vous voyez à l'image, c'est, vous allez le voir, hein, la forme d'un trou noir qui va s'afficher. Et donc, on va distinguer le disque d'accrétion. C'est ce que vous voyez en orange sur les images tout autour. Ça, c'est les résidus des planètes, des étoiles, des gaz qui se sont effondrés à l'intérieur du trou noir. Et puis, le plus marquant, ce sont ces jets qu'on voit apparaître, sortir, qui sont expulsés du disque d'accrétion par les lignes de champ magnétique du trou noir. Eux, ils atteignent une vitesse proche de celle de la lumière. C'est assez incroyable. Et comment est-ce qu'on les observe? Alors, grâce à la radiotélescope, la radiotélescopie, il existe un indicateur de la vitesse d'éloignement d'une galaxie. Ça s'appelle le redshift. C'est un décalage vers le rouge, en fait. Donc, plus une galaxie est lointaine, plus la lumière met le temps à nous parvenir, plus la longueur d'onde va augmenter. Et donc, elle va se rapprocher du rouge. C'est aussi simple que ça. C'est un des principaux indicateurs aujourd'hui pour repérer un quasar. Comment les a-t-on découverts?
Ça remonte à 1962, Delphine. On doit cette découverte à l'astronome Martin Schmitz, qui a pointé son télescope un jour vers une faible lumière bleutée. Et puis, ce qu'il prenait pour une étoile était en fait une des plus grandes découvertes, finalement, en astronomie du XXe siècle. Cet objet, situé à 1 milliard d'années-lumière, il rayonnait comme 1000 galaxies. Et sa dimension était plus petite que le millionième du galaxie. Alors après ce premier objet céleste, on en a trouvé déjà des centaines d'autres. Aujourd'hui, on estime que leur population a atteint des centaines de milliers, donc des centaines de milliers de quasars qui seraient, comme ça, vous le voyez à l'image, dispersés dans l'univers. Il y a même toutes des théories sur comment elles sont dispersées, peut-être alignées, mais ça, on y reviendra peut-être une autre fois. On suppose, par contre, que ces quasars, puisqu'ils témoignent dans le lointain passé dans l'univers juste après le Big Bang, parce que 13 milliards d'années, vous le savez, c'est pas loin de la naissance de l'univers. Donc on suppose que ces quasars, ils ont joué vraiment un rôle primordial dans la création de l'univers. Et lequel alors ? Alors, la théorie, c'est la suivante. Moins d'1 milliard d'années après le Big Bang, l'univers était pas tout à fait transparent, il était opaque. C'est ce que vous voyez à l'image, une simulation, à cause d'un brouillard d'hydrogène. Et donc ce brouillard, il a fini par s'éclaircir dans ce qu'on appelle la rayonisation de l'univers. On est passé de l'âge sombre à l'âge lumineux. Et pour qu'il y ait rayonisation, il a fallu une quantité colossale d'énergie. C'est là qu'on suppose que les quasars sont entrés en jeu. Et donc l'étude des quasars nous plonge véritablement dans la genèse de notre univers. Mais il y a une question qui reste en suspens. C'est-à-dire, est-ce qu'ils sont arrivés avant ou après les galaxies, ces quasars ? Alors, c'est un peu l'histoire de l'œuf et de la poule, finalement. Oui, ça a été résolu. Hein. Je la raconterai, si vous voulez. Avec grand plaisir. En tout cas, celui des quasars, non. C'est ce que vous allez voir. On ne sait pas précisément comment naissent les trous noirs supermassifs. On suppose qu'ils naissent en engloutissant des galaxies ou alors d'autres trous noirs. Mais puisque ces trous noirs, ils étaient là au début de la création, est-ce qu'ils étaient là avant ou après les galaxies, alors qu'on les trouve principalement dans les galaxies. Alors, il y a eu une première observation qui nous fait avancer. On a toujours pensé qu'ils étaient au cœur des galaxies et tout à coup, on en a observé un tout seul. C'est un chercheur français qui l'a observé. Et là, on a réalisé qu'il n'était pas tout à fait tout seul. Vous le voyez sur les images. En fait, il était à côté d'une galaxie. Mieux, cette galaxie était naissante. Et là, on se rend compte que le G, qui va à la vitesse de la lumière du quasar, il est pointé sur la galaxie. Donc on se dit que peut-être il est en train de lui donner naissance lui-même avec son énergie extrêmement puissante qui se dégage de cet engloutissement de matière. Alors là, on se dit, bon, peut-être qu'on a trouvé et que c'est le quasar qui arrivait avant la galaxie. Et bim, nouvelle théorie en 2019. En fait, des chercheurs observent, et c'est assez inédit, des galaxies, des liners, c'est-à-dire des galaxies assez peu lumineuses, et là, sous leurs yeux, en quelques mois, ils les ont vus se transformer en quasars. On pensait que ça donnait vie à des galaxies, et là, on voit une galaxie qui donne vie à un quasar. Ce qui est fou, c'est qu'on l'a vu en quelques mois, alors que la naissance d'un quasar, c'est un processus qui est censé prendre des millions d'années, quand même. Donc, pourquoi on l'a vu à l'échelle humaine ? Pourquoi ça s'est passé dans ce sens-là ? Vous voyez, en fait, les quasars, ça soulève beaucoup plus de questions que de solutions, mais le jour où on aura toutes ces solutions, on aura, par la même occasion, des réponses à la plupart des mystères de l'univers et de l'arrivée du Big Bang, donc ça vaut le coup de chercher pour l'instant. Merci beaucoup, Cécilia Sévry. En tout cas, vos explications étaient limpides sur les quasars. Merci aussi à Nadi Bouana, directeur interministériel du numérique, de s'être prêté au jeu de la grande interview aujourd'hui. C'est l'heure du Lab où pitch les entreprises du numérique. Nous, on se retrouve mardi pour de nouvelles discussions sur la tech. En attendant, je vous souhaite un excellent week-end de Pâques.